Salut à tous, c'est Bismart, nous voilà repartis. Alors, pour le coup, on va croiser un gars qui est encore plus optimiste que moi. Et ça, je pensais pas que ça m'arriverait. On va croiser un gars encore plus optimiste que moi. Et puis après, alors, on va discuter avec une chef d'entreprise qui, elle, a un réel coup de blues. Pas pour elle, pour ses équipes très jeunes. Vous verrez. Elle a écrit un petit post sur LinkedIn, mais qui est bouleversant, où elle se rend compte qu'en fait, l'ensemble des jeunes gens qui l'entourent, ils en peuvent plus, ils en ont marre. Et elle dit, en fait, moi, chef d'entreprise, qu'est-ce que je peux faire quand on leur a retiré tout ce qui fait le sel de leur vie, en fait? Voir leurs copains boire des coups, aller dans les concerts, etc. Enfin bref, tout ça. Oh, et des jeunes gens qui viennent lui dire, moi je vous adore, hein, mais il n'y a plus que vous dans ma vie, alors ça va pas, ça suffit pas. Qu'est-ce que je peux faire, moi, chef d'entreprise? Oh, j'ai trouvé ça passionnant. Donc voilà, on va parler de ça. Et puis on terminera avec un parcours assez incroyable, pour avoir une petite réflexion d'ailleurs sur l'égalité des chances. Amélie Oudéa-Castéra, alors que vous connaissez peut-être, elle était cadre dirigeante chez Carrefour. Elle a été championne du monde minime de tennis. Elle a joué avec Amélie Mauresmo. Et puis un moment, mais elle nous racontera ça, je crois, quand elle a 18 ans, elle se rend compte qu'elle ne pourra pas être la première joueuse de tennis du monde. Elle arrête, elle décide de faire l'ENA. Voilà. Et de mener une carrière de femme d'entreprise exceptionnelle. Et là, elle revient à ses premières amours, puisque c'est elle qui maintenant dirige la Fédération française de tennis. Elle nous racontera tout ça. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Et donc on démarre avec François-Xavier Oliveau. Bonjour François-Xavier. Bonjour Stéphane. Associé Initiative et Finance, on dira peut-être un mot si on a le temps, parce que c'est très intéressant. Donc vous publiez un bouquin qui s'appelle La crise de l'abondance. Ouais. Et alors, mais je vous l'ai dit d'ailleurs François-Xavier, j'étais passé à côté. Parce que je regarde le titre, je fais, bah, putain, encore un gars qui veut la décroissance. Voilà. C'est tout le contraire, les amis. Voilà. Donc, je me permets de dire, le titre est un peu étrange, parce que c'est pas la crise de l'abondance, finalement, c'est comment profiter de l'abondance. Ouais, un peu. C'est ça votre bouquin. Ouais, mais justement, on n'en profite pas et c'est ça la crise. On n'en profite pas. Bon, alors on commence par l'abondance quand même, parce que il y a un certain nombre. C'est franchement, je vous le dis, hein, pas de flagornerie. C'est très très bien fait pour en fait se mettre à la page sur tout un tas de sujets. Voilà. Il y a un petit côté encyclopédique dans votre bouquin qui voilà, est très très réjouissant et très bien fait pour se mettre à la page. Mais vous résumez tout dans un chiffre. Ça m'a scotché, on meurt 3 fois plus d'obésité que de malnutrition. C'est dingue, hein? Dans le monde. Dans le monde. Voilà. Dans le monde. Ouais. Ça résume, pour vous, ça résume en fait. Oui, ça résume la crise de l'abondance. En fait, nos crises en fait, proviennent du fait qu'on ne maîtrise pas une abondance qu'on a réussi à conquérir, j'allais dire, à la force du poignet. Grâce à l'innovation technologique depuis 2 siècles, on a fait des progrès absolument inouïs. On vit dans une époque que nos ancêtres rêver en fait en réalité. On vit dans un pays de cocagne moderne qui pourrait être merveilleux, ouais. Et en fait qui est traversé par des crises. Et ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est que ces crises sont liées à notre incapacité à gérer cette abondance. À notre incapacité à gérer cette abondance. Et puis, alors, il y a cette phrase-là qui est en exergue d'un de vos chapitres. Pour la première fois dans l'histoire des hommes, l'offre a commencé à dépasser la demande. Ainsi est apparu un problème entièrement nouveau. Mais qui va donc acheter toute cette camelote? Ouais, c'est une phrase de Yuval Harari et ça le résume très bien. Elle est incroyable, cette phrase. Magnifique, c'est magnifique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, le marketing est là pour cette société de consommation, hein, que dénonçaient certains de nos parents. C'était le grand truc des années 70, hein, la société de consommation. Elle est maintenant digérée, c'est-à-dire on en a une sorte d'indigestion, François-Xavier? C'est surtout qu'on a la capacité de produire absolument tout ce qu'on veut. En fait, en réalité, on est passé d'un monde où depuis la nuit des temps, c'était l'offre qui limitait la consommation. On achetait une voiture à partir du moment où elle était noire et on n'avait pas le choix, en fait. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'après-Covid, c'est un problème de demande, en fait. On a un problème de demande, il faut que la demande vienne, mais l'offre, elle est là. En fait, on sait produire. Ce que j'explique dans le livre, c'est qu'on a la capacité de travail, on a le capital, on a les ressources naturelles, on a les outils de production. On va y aller, attendez, on va y aller, mais c'est très intéressant ce que vous dites, et c'est ça aussi sans doute, peut-être même encore plus la racine de la crise. Ça touche pas que les biens matériels. Non. Ça touche aussi l'immatériel. Oui, les services, les biens, tout. On a aujourd'hui une capacité. L'information, bien sûr. L'information, on est dans une abondance d'informations inouïe. Enfin, on est incapable de consommer le centième ou le millième de toute l'information qui est produite et on est saturé. Et ça nous perd. Ça nous perd parce qu'on a du mal à s'y retrouver en fait. Enfin, on a un problème de surinformation, pas de sous-information aujourd'hui. C'est de faire le tri en fait et d'arriver à analyser quelle est la bonne information parmi la masse qui nous déborde. L'information, le divertissement et donc derrière quoi, une sorte de sentiment permanent d'insatisfaction.
Oui, peut-être, mais enfin, effectivement, il y a effectivement cette logique de potentiellement d'insatisfaction, mais il y a plus grave que ça en réalité. Il y a vraiment des outils structurels de gestion de l'économie qui ne sont pas du tout adaptés en fait. Mais c'est intéressant d'ailleurs, parce que pour reprendre la première phrase, j'ai vu ce néologisme d'infobésité, Ouais. qui correspond tout à fait dans l'aspect immatériel Complètement. à ce que vous décrivez dans l'aspect matériel. On meurt 3 fois plus d'obésité que de malnutrition. Il est verrouillé, ce chiffre-là. Il est sourcé. Il y a une belle, belle bibliographie. Hein, donc je vous fais confiance. Mais normalement, ça doit être sourcé. Ouais. D'accord. Je vous poserai pas de tête, vous la source, mais ça doit être dans les notes. Ouais. Et alors, ce que vous dites, c'est l'effondrement de la rareté n'aura pas lieu. Parce que moi, c'est ce que j'entends beaucoup. Ouais. C'est finalement, la planète va nous contraindre. Ouais. Et en fait, elle nous contraint, mais sous une forme. En fait, il faut relire en fait toute la logique sur la fin de la croissance. Et il y avait plusieurs scénarios dans ce livre de 72 sur la fin de la croissance. Un premier scénario... Quel livre de 72 sur la fin de la croissance? Parce que moi, je connais Malthus, à la limite, dans le... Non, mais 1972... Les limites de la croissance. Sur les limites de la croissance, en fait, il y avait plusieurs scénarios d'effondrement des époux Meadows. En fait, plusieurs scénarios d'effondrement. Le premier, c'était on va arriver au bout des ressources de la planète et on va s'effondrer comme ça. En fait, ça, non, ça ne marche pas. Ça, on n'y arrive pas. Ça, c'est Malthus, c'est les Anglais en 1850, on était persuadés avec le charbon, etc. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, les réserves qu'on a identifiées, ce qu'on appelle les réserves, on a plus de 30 ans de réserves, en fait, ce sont uniquement l'infime partie de nos ressources qui sont identifiées, mais en réalité, il y en a beaucoup plus que ça. Et en réalité, on pensait, moi je me souviens, j'étais en 6e en 1980, et ma prof d'histoire géo me disait, dans 20 ans, on n'aura plus de pétrole. Mais ça m'a traumatisé, j'étais complètement terrifié. En fait, on en consomme 2 fois plus qu'à l'époque. Alors, il faudrait que je retrouve la date. Je crois que c'est 93-94. C'est un documentaire choc que fait Canal+, je m'en souviens très bien, sur la fin du pétrole. C'était une évidence. Ouais. Voilà, il n'y a plus de pétrole. Oui, il n'y a plus de pétrole. Et c'était évident et ça allait s'effondrer. Et dans les années 2000, il y a des prévisions du pétrole à $350 le baril. Enfin, ça fait 40 ans qu'on dit qu'il n'y aura plus de pétrole. Et en réalité, non seulement on en consomme 2 fois plus, mais en plus, il est 2 fois moins cher qu'en 1970. Ouais. En 1970, vous achetiez un litre d'essence à 1,10 franc avec un SMIC à 3,50 francs. Donc, il fallait travailler 20 minutes pour acheter au SMIC un litre d'essence. Et aujourd'hui, il faut travailler 10 minutes, puisque le SMIC est à 9 malgré euros. les 2 chocs pétroliers. Malgré les 2 chocs pétroliers et malgré un petit peu de taxation, on va dire, sur l'essence Ah oui, en plus, c'est l'essence, c'est pas le pétrole. Non, c'est TTC. Je parle de l'essence TTC. Malgré la taxation et malgré les 2 chocs pétroliers, on paye l'essence 2 fois moins cher aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Et en plus, on roule 2 fois plus avec, parce qu'en plus, elle a une meilleure autonomie et elle pollue moins. Et donc, en fait, on a craint en fait, qu'on n'allait pas avoir assez de choses pour vivre. En fait, on en a. Et c'est la surconsommation de ça qui nous pose un problème. C'est le réchauffement climatique, c'est la dégradation de la biodiversité et des écosystèmes. Donc là, on a un énorme sujet, un vrai sujet planétaire de limite de la planète, mais qui n'est pas lié à la rareté, qui est lié à l'abondance. Ouais. C'est parce qu'on surconsomme qu'on détruit notre planète. C'est pas du tout. On n'est pas dans un manque de ressources. En réalité, quand vous faites le calcul des ressources minérales de la Terre, etc., on a alors plein voilà, de ressources. C'est ça. Vous faites tout un chapitre sur ces terres rares qui ne le sont pas. Mais non. Elles ne sont pas du tout rares, les terres rares. Enfin, elles sont très mal nommées. Vous avez une production mondiale de terres rares de 200 000 tonnes annuelles. Vous avez 120 millions de tonnes de réserves, c'est-à-dire identifiées. Ouais. Donc 600 ans de réserves identifiées. Et si on cherche, on va en trouver d'autres. Parce que la composition de la croûte terrestre, c'est des millions de fois plus que ça. C'est ça. Et vous décrivez bien alors, c'est parce qu'ils ont été très prudents là-dessus, les Chinois. À un moment, on dit « Ah, mon Dieu, ils vont tenir le monde entre leurs mains à cause des terres rares ». Ils ont fait s'envoler les prix et donc se rouvrir les mines. Quoi. Les Australiens se sont mis à aller chercher ce qu'ils... Exactement. Ouais, c'est ça. Et en 2012, ils ont essayé de serrer le truc. Ça n'a pas du tout marché. En fait, les cours ont monté pendant quelques mois. Ils se sont recassés la figure. Les Australiens... Est-ce que les Australiens ont ouvert les mines, en fait voilà. Et aujourd'hui, ils avaient 80% de part de marché sur le marché en 2012. Ils en ont 55 aujourd'hui. Bon, et donc ça n'a pas marché leur truc. Et donc effectivement, le mythe de la Chine qui bloque les terres rares, en réalité, c'est complètement surestimé en fait. Et on n'a pas. Il peut y avoir des questions de tension. Aujourd'hui, il y a des tensions sur les matières premières. Actuellement, les matières premières les prix sont envolés depuis quelques mois, mais ce sont les tensions qui sont liées à la remise en place des supply chains. Tout à fait. Voilà. Oui, on n'est pas du tout sur une rareté structurelle, pas du tout. En revanche, l'abondance, la surconsommation, oui, là, il y a de la destruction des écosystèmes, il y a des impacts sur la biodiversité, il y a un réchauffement climatique. Donc c'est bien l'abondance qui pose le problème de la crise de la Terre. C'est pas du tout la rareté. Et tout ça, alors vous l'avez dit d'un mot, effectivement, dans une ambiance de déflation. Ouais. Alors, vous avez parlé de l'essence. Moi, j'ai chopé un exemple qui va droit au cœur de ma très très lointaine vie d'adolescent. Le prix d'un 33 tours en 75, c'est vrai que c'était 50 francs. Je me souviens très très bien de ce prix, c'était 50 francs. Et c'est à peu près, oui, aujourd'hui, 5 mois d'abonnement
pour 50 millions de titres, 350 millions de titres, je ne sais pas combien il y a de millions de titres sur Deezer, Spotify, tout ce que vous, Apple Music, enfin tout ce que vous pouvez. Voilà. Vous ne pourrez jamais écouter, donc voilà, c'est ça. C'est sidérant. Ouais. C'est dingue, hein. Et on n'a pas conscience de ça, en fait, On a oublié. de ce qu'on vit dans un pays, voilà, On a oublié. dans une civilisation de cocagne. On a oublié, mais en 75, vous aviez la chaîne unique quasiment, ou peut-être 2 chaînes ou 3 chaînes de noir et blanc, et là, vous avez, je n'ose même pas décrire l'offre de audiovisuel que vous avez. Ouais. Le loisir, depuis 40 ans, ça a juste explosé, quoi. On est dans une abondance totalement inimaginable il y a 40 ans. Oh, on n'est pas loin d'avoir tout à fait le même âge. On allait à la Fnac, on écoutait les disques et on savait qu'on pouvait en acheter qu'un seul dans le mois. Exactement. Et il fallait choisir. Mon Dieu, c'était un truc de dingue. Et ben ouais, ben non, là non. Donc, cette crise de l'abondance n'est pas une crise de production, crise de consommation. Mais encore une fois, est-ce que vous y mettez quelque chose de... Alors, j'ai pas envie de dire moral, mais le fait que ce que nous sommes n'est pas programmé pour vivre dans l'abondance. Et que c'est ça qui... Notre métabolisme, voilà, je vais dire ça comme ça. Et c'est ça qui fait qu'on n'y arrive pas à se réjouir. En fait. Je suis pas neuropsychologue. Non, et vous avez pas. Non, mais vous auriez pu, comme vous avez vraiment bossé pour écrire le truc. Non, vous êtes resté dans le champ économique. Je suis resté dans le côté économique, qui est plus mon moteur et ma zone de confort. Le côté chasseur-cueilleur, tu vois, qui à un moment a plus rien à chasser, a plus rien à cueillir. Ce qui est sûr, c'est que c'est un changement de paradigme et de logique, mais complètement hallucinant. C'est-à-dire qu'on a effectivement vécu dans la rareté depuis des millénaires et que c'est hyper dur de s'adapter à un monde qui s'est inversé à ce point-là où la capacité de production a dépassé la demande. Ça, c'est très très difficile et ça fait qu'on a des réflexes qui sont ancrés dans le passé. Alors, je ne sais pas si c'est pour des raisons neuro, etc., j'en sais rien, mais ce qui est sûr, et donc il n'y a pas du tout de jugement moral dans ce que j'écris. En revanche, il y a un aspect économique de dire il y a des choses qui sont mal calibrées, qu'on fait mal. Alors, on va y aller. Et toute la deuxième partie de cette interview, on va aller sur... comment vous passez de l'un à l'autre, d'ailleurs, je ne sais pas trop, mais enfin, peu importe. Oui, ça c'est... En fait, vous vous dites, à partir du moment où on constate qu'on est avec cette abondance, bon, la seule question qu'on a à se poser, c'est comment l'utiliser et mieux la distribuer, surtout. Ouais, hein. Mais avant ça, alors, il y a une phrase, vous citez une phrase, je sais, c'est Barack Obama, vous êtes sûr que c'est Barack Obama ? Oui, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. 2017. Si vous aviez à choisir n'importe quel moment dans l'histoire pour naître, sans avoir connaissance de vos conditions de naissance, hein, attention, hein, voilà. Vous choisiriez maintenant sans aucun doute. Ouais. Et là, je me suis dit, en fait, vous tenez quelque chose avec cette phrase parce que ça veut dire que l'obsession, c'est de limiter les risques. Ouais. Si tu dis sans savoir mes conditions de naissance, ça veut dire que tu veux choisir le plus petit dénominateur commun. Ouais. Alors, ok, tu as moins de risques, mais tu as moins aussi finalement de perspectives, d'aventure, tu vois, capacité de devenir, j'en sais rien, le chevalier de l'impossible, enfin voilà, quoi, de vivre une révolution, Oui, je sais pas, oui, effectivement, le monde aujourd'hui est probablement beaucoup plus stable que ce qu'il n'a été. Il veut éliminer le risque, justement, non, François-Xavier ? Est-ce que là, il n'y a pas un sujet ? Non, je pense pas qu'on soit dans une logique d'élimination de risque. Je pense qu'on est plus dans une logique de dire, à un moment... Enfin, en fait, c'est plutôt une élimination du risque extérieur. Effectivement, on peut avoir envie d'aventure et pas avoir envie de naître dans un endroit où vous allez vous retrouver massacré par une tribu hostile du lendemain matin. Pile ou face. Ouais, pile ou face. Mais justement, la question, c'est on peut aussi prendre sa chance dans un contexte qui est un peu moins violent et un peu moins où on choisit pas pour nous. Vous avez prendre des risques, c'est bien, mais enfin, si vous êtes dans une dictature ou dans un pays autoritaire et on vous donne pas votre chance, je veux dire, si vous vouliez être entrepreneur au XVIe siècle et que vous n'étiez pas né au bon endroit, c'était plus compliqué quand même. Mais vous pouviez devenir Christophe Colomb. Voilà, si vous vouliez être entrepreneur au XVIe siècle. Ou mettre-le au bord de oui, ou mettre-le sur un bateau pourri et balancé à la mer parce qu'il n'y avait plus assez à manger pour tout le monde. Donc, distribution de l'abondance. Et là, vous arrivez alors sur 2 points qui sont 2 points au cœur de... Alors, il y en a un, il est au cœur du sujet d'actualité en ce moment. L'autre, il ne l'est pas du tout. Et je suis d'accord avec vous, à un moment, il va falloir qu'il démarque. Le premier, c'est alors le dividende monétaire, la monnaie hélicoptère. Ouais. L'idée de banques centrales qui, aujourd'hui, donc, émettent de la monnaie massivement. Ouais. Et vous dites, mais il faut aller au bout du concept et l'injecter directement sur les comptes bancaires des citoyens. C'est un peu ce qui se passe quand même, François. Oui et non. C'est ce qui se passe un peu par la force des choses. C'est-à-dire qu'effectivement, aux États-Unis, on est en train de distribuer des chèques
Et donc, garantis par la Réserve fédérale. Garantis par la Réserve fédérale, qui ne seront jamais remboursés. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe ? On a fait un truc, on a inventé un truc de gestion de la monnaie qui est complètement absurde. C'est-à-dire qu'on a une richesse qui augmente en permanence. Bon, ça c'est par l'innovation, les entrepreneurs inventent des choses, et on a une richesse qui augmente à la fois par la hausse des volumes et par la baisse des prix. Et en face, il faut augmenter de la même façon la masse de monnaie, en fait. Si vous augmentez trop la monnaie, les prix montent. Si vous n'augmentez pas assez la masse monétaire, les prix baissent. Vous avez là tout un chapitre. Et donc, voilà. Bien complexe sur l'inflation, la masse. Non, mais il faut. Voilà, je préviens juste, voilà, sur l'inflation, la masse monétaire. Mais effectivement, on augmente effectivement. Mais on est aussi sur une abondance de monnaie, voilà. Et on crée une abondance de monnaie. Le seul truc, c'est qu'on la crée par la dette. Et la dette, c'est une monnaie provisoire. Ouais. C'est-à-dire que vous émettez de la dette et elle va être remboursée. Et donc, en fait, on compense une création de richesse permanente par une monnaie temporaire. Vous ne croyez pas que c'est une fausse dette ? C'est une espèce de, comme vous l'avez dit, elle ne sera jamais remboursée, tout le monde le sait. Voilà, c'est un espèce, voilà, donc bien sûr, ok, on tamponne une dette. Le problème de ça, c'est quoi ? C'est que vous ne l'envoyez uniquement à ceux qui peuvent emprunter, donc ceux qui sont riches, et là vous créez des inégalités. Ouais. Et là, vous créez des inégalités parce que vous réservez l'émission monétaire, qui effectivement est une émission de monnaie paire, à des gens qui ont déjà de l'argent. Ouais. Et donc, vous creusez les inégalités. Et donc, tout le monde tape sur le libéralisme en disant le libéralisme, c'est pas bien, ça creuse les inégalités. En fait, c'est le dispositif le plus anti-libéral du libéralisme, qui est la création monétaire par la dette, qui n'est pas du tout quelque chose qui a été conseillé par les grands libéraux, les Hayek, etc. Pas du tout. C'est ce dispositif-là qui creuse, en fait, les inégalités. Eux, de toute façon, ils ne veulent pas de banque centrale. Voilà. Et donc, en fait, et ça, c'est le premier problème, c'est que vous creusez l'inégalité. Le deuxième problème, c'est que vous mettez l'État au centre. Non, mais juste, parce qu'on en parle beaucoup, et ça se voit dans le prix des actifs, l'immobilier, enfin voilà, l'ensemble de ces éléments. En fait, le patrimoine, exactement. Vous surévaluez le patrimoine, effectivement. Donc les rentiers, entre guillemets, enfin, on est tous rentiers, hein, mais tous ceux qui possèdent du patrimoine le voient s'apprécier, y compris dans la crise. Aujourd'hui, on est sur voilà, une appréciation de l'immobilier, des actions, etc., dans une situation où la crise économique est monstrueuse. Et en fait, vous creusez effectivement les inégalités, ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que vous mettez l'État au centre du jeu. C'est-à-dire que, en fait, en gros, à une époque, vous aviez les électeurs qui voulaient des sous, puis vous avez les banquiers qui disaient, oh là, attention, si vous donnez trop de sous, les taux d'intérêt vont monter. Là, les banquiers disent, ah non, mais les gars, allez-y. Distribuez. Non, mais c'est bon, open bar, et d'ailleurs, on vous paye pour que vous empruntiez, ça s'appelle les taux négatifs. C'est ce qui. Oui, mais enfin. L'ensemble des dispositifs là, l'ensemble des dispositifs de soutien à l'ensemble de ceux qui ont été victimes de la crise, sont un peu de la monnaie hélicoptère. Mais complètement. Mais simplement, c'est de la monnaie hélicoptère qui transite par l'État et vous vous retrouvez avec un petit groupe d'hommes politiques ou de hauts fonctionnaires qui ont un pouvoir totalement. Mais vous voudriez qu'elle transite par quoi ? Par la Banque centrale directement ? Bien sûr, directement. La Banque centrale. Mais vous raccourcissez encore plus le nombre de gens qui ont un pouvoir absolu. Là, vous vous retrouvez avec 12 gouverneurs. Non, parce que non, ils ont un pouvoir de thermostat, la Banque centrale, dans mon schéma. Un problème de thermostat, c'est-à-dire que c'est complètement automatisé, enfin automatique, c'est-à-dire que en fait ils émettent de l'argent en fonction du niveau d'inflation. Si l'inflation augmente trop, ils réduisent l'émission qu'ils émettent. Si l'inflation baisse, ils augmentent l'émission. Et on le donne à tout le hyper tout le monde. Je veux dire à Bernard Arnault comme absolument comme aux chômeurs. Oui, pour deux raisons. D'abord parce que vous n'avez pas de, enfin c'est hyper compliqué de commencer à faire. Enfin, c'est pas le rôle de la Banque centrale pour le coup de faire de la fiscalité et de la redistribution. Eux, ils ont besoin d'avoir un dispositif qui stabilise le niveau des prix. Il faut que ce soit pour vous, il faut que ce soit une mécanique. Exactement. Automatique. Après, derrière, si dans chaque pays, les gens veulent accentuer leur redistribution par l'impôt sur le revenu, ils peuvent le faire. Ils peuvent le compenser par la suite. Je comprends. Mais c'est les États qui doivent décider ça. La Banque centrale est là pour faire le boulot de stabiliser les prix. Elle émet de la monnaie, elle le donne directement aux gens. Et ce dividende monétaire, il change d'un mois sur l'autre en fonction du niveau d'inflation. Et là, vous avez un outil pour stabiliser la monnaie qui n'est pas la dette. Et donc, vous pouvez reconcentrer la dette sur son vrai boulot, c'est-à-dire financer l'économie, financer le risque. Et non pas avoir une espèce de taux d'intérêt absurde négatif qui a absolument aucun sens et qui en fait nous donne une surabondance de dettes qui est extrêmement... Et vous les annulez les dettes ? Non, pas la peine. Elles sont là quoi. Perpétuelles. Vous pouvez les annuler, les dettes au bilan de la Banque centrale, honnêtement vous pourriez les annuler, ça ne changera pas grand-chose. Mais à la limite... On n'en sait rien, vaut mieux pas. Si vous voulez, on peut ne pas les annuler. Vaut mieux pas, voilà. On peut ne pas les annuler. Ça sert à rien. Et du coup, vous laissez tranquillement soit se faire rembourser, soit se diluer en proportion du PIB. Alors à ce moment-là, c'est déjà le revenu universel, parce que derrière, vous allez sur le revenu universel. Oui, mais c'est autre chose, ça. Et finalement, c'est une forme de revenu universel, votre dividende monétaire. En fait, dans une ère de l'abondance, c'est pas étonnant que vous financiez la demande, en fait. C'est pas étonnant. Oui, bien sûr. C'est pas étonnant. Et donc, vous allez les faire par plusieurs dispositifs, effectivement. Vous avez un dispositif... Et surtout, vous l'expliquez bien, vous avez un problème de travail. Oui. Voilà. Alors, qui est peut-être temporaire, mais au moins pour quelques décennies, vous allez avoir un problème de travail. Qui est définitif, en réalité. Ça, j'en sais rien, parce qu'il ne faut pas faire sur le travail les erreurs que vous avez décrites sur la rareté des matières premières. Ouais. La transformation du travail dans 50 ans... Non, on n'en sait rien. Voilà. On sait rien, mais mais en tout cas, là, vous savez que vous avez un problème. Ce qui est à peu près sûr, c'est que de plus en plus, la technologie peut remplacer le travail, peut remplacer de plus en plus de fonctions. Et tant mieux.
Et tant mieux, personne n'a envie d'annuler, d'interdire les machines à laver pour créer des jobs de lavandière. Exactement. Personne n'a envie de bannir les moissonneuses-batteuses pour créer des jobs de faucheurs. C'est bien. Il ne faut pas taxer les robots, il faut les laisser, entre guillemets, prendre notre boulot. En revanche, derrière, il faut effectivement reconsidérer la façon dont on gère le travail, à la fois de façon individuelle et peut-être plus morale aussi. François-Xavier, alors il nous reste que 3 minutes. Alors ce problème me passionne. Il passionne tous les libéraux d'ailleurs. Hein. C'est très surprenant le revenu universel. On voit vraiment l'extrême gauche comme les libéraux se retrouver sur ces réflexions. Je bute toujours sur une question. Je vous la pose avec un peu de brutalité, c'est qui ramasse les poubelles ? C'est-à-dire, à partir du moment, je comprends bien et c'est toute notre logique, nous libéraux, les gens voudront travailler. Le revenu universel ne tuera pas le travail, bien au contraire. Absolument. Simplement, plus personne voudra faire les boulots. Alors je dis ramasser les poubelles. On en a d'autres en tête, des boulots qui sont infaisables et que les robots ne font pas. Non. Et donc c'est là que j'ai un sujet. Ce sera des éboueurs bien payés. Mais personne ne voudrait être éboueur puisque tout le monde sera plus ou moins bien payé avec le revenu universel. Non, vous avez toujours une offre et la demande, il faut croire au marché, Stéphane. Ramasser des poubelles, il y a pire, quoi, vous voyez. Enfin, c'est là que j'ai toujours un sujet sur... Prenons ramasser les poubelles. Effectivement, si à un moment donné, il faut payer cher les gens pour ramasser les poubelles parce que personne ne le fait pour un salaire de moins de temps, ils seront bien payés. Et il y aura un marché. Il y aura un marché, il faut croire au marché, Stéphane. D'accord. Les éboueurs auront des salaires de PDG du CAC 40. Peut-être pas de PDG du CAC 40, mais en tout cas, il y a forcément un ah oui, c'est pas... Et simplement, effectivement, ça coûtera un peu plus cer de ramasser les poubelles. Donc peut-être qu'effectivement, on donnera moins de dividendes monétaires puisqu'il y aura un peu plus d'inflation. Mais ça va s'équilibrer. En fait, l'essentiel, c'est d'avoir un système qui fonctionne et qui soit équilibré. Mais ce que j'essaie de proposer dans mon livre, c'est un peu un dispositif d'ingénieur, mais c'est un système qui s'équilibre. Mais en tout cas, si on poursuit ces courbes, et encore une fois, sur un univers envisageable de 10 ans, c'est-à-dire des dettes à l'infini et des inégalités qui se creusent et une abondance qu'on n'arrive pas à partager, on tombe forcément sur cette question de revenu universel. Ceux qui refusent de se poser cette question, je ne sais pas comment ils résolvent les problèmes qui vont être posés à nos mondes développés. Voilà. Mais surtout, on peut. En fait. Il faut vraiment se mettre... C'est incroyable qu'on soit dans une logique où les gens pensent qu'ils vont moins bien vivre demain que ce qu'ils vivaient hier. Alors qu'on est dans l'ère de l'abondance. Mais on crée tous les ans plus de richesses que l'année d'avant. Sauf en 2020 par rapport avec le Covid. Mais quasiment. Enfin, 2020, c'est la 3e année de l'histoire de l'humanité en termes de création de richesses, quand même. 3e année en termes de PIB. Voilà, on a créé plus de richesses en 2020 qu'en 2017. On l'oublie, ça. Et pourtant, c'est le cas. Quand je vous disais que j'avais trouvé plus optimiste que moi, voilà. François-Xavier Oliveau, donc la crise de l'abondance sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Marie Vaillant. Bonjour Marie. Bonjour. Fondatrice de Yemania. Alors vous étiez déjà venue nous voir Marie, c'était au printemps dernier. Ouais. Et je vous avais dit, alors Yemania est architecte et fait des bureaux en fait, design des bureaux d'ailleurs. On va voir une série de photos qui vont passer, puis on en parlera ensuite. Et je vous avais dit, revenez me voir dans 6 mois parce que je veux savoir si justement il y a de nouvelles demandes de la part des entreprises. Alors c'était pas il y a 6 mois. Mais je vous ai demandé de revenir plus tôt parce que vous avez écrit un petit texte sur LinkedIn qui m'a, enfin, je vous le dis très franchement, Marie, il m'a bouleversé. Voilà. Bon. Mais voilà. C'était pas le but. C'était pas le but, mais je crois qu'il va toucher énormément de chefs d'entreprise. Donc, je peux lire un petit bout, ça, vous n'allez pas le... Voilà. Donc, je réalise avec effroi que mon équipe est triste et je ne peux rien y faire. Prenez des personnalités créatives qui n'ont pas encore de vie de famille, privez-les de tout ce qui fait leur vie hors du travail, faites durer longtemps, longtemps, et vous pourrez observer leur morale s'effondrer. Oui, effectivement, c'était un peu un cri du cœur. Ouais, c'est ça. Alors, je me suis dit ça, je me suis dit, elle a écrit ça un soir et tout, là, elle avait bu un coup, oh pouf, là. Puis le voir dit comme ça à la télé, etc., ça prend une autre dimension, j'en suis désolé, mais en même temps, je suis sûr que beaucoup de chefs d'entreprise ressentent ça. Ouais. Et vous allez m'expliquer un petit peu ce qui se passe. Mais il faut voir aussi les réponses sous votre poste. Oui. Moi aussi, ça m'a touchée, on va dire. Alors, vous, ça vous a touché, mais moi, je me suis dit, mais ils ne comprennent pas, les gars, en fait. Ils vous répondent dans l'univers du travail. Oui, vous avez bien compris la difficulté. Or, c'est le problème. Oui. Ben oui, nous, on est des fervents adeptes du bonheur au travail, même si on sait que le bureau, c'est pas ça qui fait le bonheur au travail, c'est plutôt la qualité de votre mission ou de votre management. Mais nous, ça nous intéresse, le bonheur au travail. Mais bien sûr. Mais par contre, on a bien conscience que l'entreprise ne peut pas tout. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas rendre un être humain heureux si tout le reste à côté ne fonctionne pas. Donc oui, c'était
effectivement plutôt pour dire, bon, en tant qu'entreprise, je crois que là, on est un peu impuissant et qu'il faudrait trouver des solutions ailleurs. Vous citez alors sans doute un ou une de votre collaboratrices. J'adore être ici, j'adore mon travail, mais j'en peux plus parce qu'il n'y a plus que vous dans ma vie. Oui, en fait, chez Yemanja, on a des temps de parole un petit peu particuliers qu'on appelle des feux de camp. Donc, il n'y a pas de feu, à proprement parler, c'est une image. Parfois, les nouveaux sont déçus qu'il n'y ait pas de feu de camp. Je dis juste à la régie qu'on montre un petit peu certaines de vos réalisations là, que vous nous avez envoyées pendant qu'on discute. Voilà, ce sera très bien. Et donc à l'occasion de ce feu de camp, camp, j'ai constaté que des personnes qui vont bien, qui sont joyeuses, qui sont impliquées, disent des phrases comme ça, comme moi j'en ai un peu marre de Yemanja. Du coup, ça nous interpelle, on en a beaucoup parlé. Et c'est pas qu'elles en ont marre de leur travail ou qu'ils ont trop de travail ou qu'ils s'en sont lassés, c'est tout simplement effectivement qu'il n'y a plus que ça. Donc quand vous vous levez le matin avec votre boulot et que le soir il y a toujours que le boulot à discuter, quand vous discutez de vos difficultés ou même des bonnes nouvelles, mais seulement avec vos collègues, eh ben oui, ça peut être un peu pesant et on se rend compte que effectivement là, même si nous on fait tous les efforts pour que l'équipe se sente au top, ben ça peut nous échapper un petit peu. Collègues qui eux-mêmes d'ailleurs en ont peut-être marre eux-mêmes même d'entendre. C'est-à-dire, non mais c'est ça. C'est-à-dire à un moment on ressent un peu tous la même chose et essaye de me parler d'autre chose. Oui. Alors bon, nous on a de la chance parce qu'on est un métier où on n'est pas en full télétravail. On a la chance de justement, il y a des projets en ce moment, donc on a la chance de parler avec des entreprises. Donc ça permet à chaque fois, tous les jours, je dirais, d'avoir des nouveaux interlocuteurs, d'aller visiter des chantiers. Donc ça nous sort. Oui, on a besoin de sortir. Et effectivement, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise autour de moi et qui sont obligés de dire à des gens, non, il ne faut pas que tu viennes au bureau, tu ne peux pas venir tous les jours, ce n'est pas raisonnable sur le plan sanitaire. C'est ça. Et il y a des personnes qui en ont envie. Et ils n'en peuvent plus. Il y en a qui ont vraiment envie de venir au bureau. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai entendu aussi. Hein, ouais. On est obligé de les tenir, de les retenir, presque de fermer à clé. Tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, non, parce que et les réponses qu'on vous fait, c'est touchant, mais c'est des solutions de coaching, par exemple. Oui. Mais non. Oui, nous, on est assez bien outillés. Je sais qu'en cette période, il y a plein de gens qui ont vraiment développé beaucoup de créativité, beaucoup d'idées pour faire du team building à distance. Vous recevez chez vous des choses. Après, vous pouvez faire une activité en commun à distance, etc. Bon. Nous, on est une petite boîte, ça ne nous correspond pas tellement. Et donc, effectivement, on va plutôt chercher ailleurs. Donc, beaucoup d'écoute, beaucoup d'humains comme toujours, et essayer de comprendre ce qui se passe, de donner une vision pour le futur. Peut-être qu'à l'été, nous serons libres de reprendre la vie comme avant. Et d'ici là, de tenir le cap et d'essayer de se réjouir. Et vous savez, Marie, je réfléchissais, on ne peut même pas aller, nous qui avons un certain âge, on ne peut même pas aller puiser dans notre expérience. Parce que c'est inédit. C'est inédit. Mais du coup, c'est intéressant aussi. Enfin, si j'essaie d'être optimiste, c'est intéressant sur le rôle de l'entreprise. Parce que l'entreprise ne peut pas tout, mais là, on voit qu'elle a vraiment un rôle à jouer dans la vie de tous les gens qui ont un boulot. Est-ce que vous savez, il était là d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, donc Orange, après la terrible crise de ressources humaines qu'ils avaient traversée, il y a maintenant sans doute une bonne dizaine d'années, avait écrit un contrat social. Bruno Mettling, qui était le DRH d'Orange, avait écrit un contrat social dans lequel il avait écrit en toutes lettres que l'entreprise devait garantir le bonheur de ses salariés. J'avais trouvé ça dingue. Oui, c'est garantir le bonheur, c'est fort. Mais en tout cas, garantir d'essayer ou d'y participer, d'amener sa pierre. L'entreprise, elle peut beaucoup parce qu'elle peut faire en sorte que l'individu apprenne des nouvelles choses, se développe, s'épanouisse, s'exprime, rencontre des gens. Enfin, c'est vrai que c'est un lieu où l'individu peut vraiment développer une part de bonheur. Ouais. Bon, on ne peut pas, je pense, le garantir. Et encore une fois, du coup, là, c'est ce que la crise nous montre. Ça ne suffit pas. Il faut aussi que le reste soit solide autour. Et est-ce que ça vous inquiète parce que vous êtes en recherche de talent, comme l'ensemble des entreprises en croissance, voilà. Et ça vous inquiète finalement de perdre des talents qui vous entourent, que vous avez participé à former ? Aujourd'hui, non, parce que déjà toute l'équipe dit j'en ai marre, mais j'adore mon boulot. Mais je reste avec vous. Voilà. Tout le monde a conscience qu'on est plutôt chanceux parce que justement on a des projets, parce qu'il se passe des choses, on a des bonnes nouvelles. Il y a
une bonne ambiance, même si c'est pas... Enfin voilà, c'est Oui, trop on l'a entre bien nous. décrit, Mais il y a quand même une bonne ambiance. Il n'y a plus que vous dans ma non. vie. Voilà. Bon. Donc oui, de dire ça à ses collègues, c'est assez fort. Mais en même temps, ça veut dire que vous arrivez bien à libérer la parole dans l'entreprise quand même. Hein. Oui. Parce que pour lâcher une phrase comme ça... Oui, ces temps de parole dont je parlais, ils sont très puissants. Hein. L'idée générale, c'est qu'on vient parler de ses émotions une fois par trimestre. L'idée étant que si on vide son sac, si on exprime une tension qu'on a ressentie, elle est déjà résolue au moins à moitié. Et ça marche très bien. Et ça peut être des tensions personnelles entre certains individus. Ah oui. Oui, je dirais pas qu'on cherche ça, mais en tout cas, c'est pas toujours moi face au groupe. Ça peut être oui. des choses précises. Oui, ça peut être, il y a 2 semaines, tu m'as dit ça, j'ai trouvé que c'était pas bienveillant, en plus c'était faux, et moi ça m'a blessée. Ou de dire, moi je suis très fatiguée, je suis sous pression, donc quand vous m'envoyez un message sous cette forme-là, moi je le prends mal. Et oui, il y a... Donc, est-ce qu'il y a plein de projets, on a plein de bonnes nouvelles, etc. Ça veut dire que, oui, les entreprises sont en pleine réflexion. Donc là, on voit certaines de vos réalisations. Il y en a une, j'ai vu passer une table de ping-pong, Marie, et je me disais, c'est pas possible, Marie. C'est fini, les tables de ping-pong. C'est une plaisanterie, les tables de ping-pong. Non, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Après, oui, le baby-foot, il est stigmatisé, la table de ping-pong non, aussi. mais le ping-pong, ça fait beaucoup de bruit et ça prend beaucoup de place. C'est qu'en gros, en fait, ça tient lieu de tout ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire, je mets une table de ping-pong et maintenant, tout le monde file droit. Non, si on met une table de ping-pong, c'est qu'il y a une grande partie de l'équipe qui a envie de jouer à ça et qui a du sens et qu'ils vont vraiment tous ensemble, en tout cas un maximum de personnes de l'entreprise, faire des tournois endiablés et que ça va vraiment avoir quelque chose... Apporter une cohésion. Pour cette entreprise-là. Ouais. Oui, après, là, on travaille sur des projets qui sont hyper intéressants, qui vont être sur des entreprises plus conventionnelles, qui existent depuis plusieurs décennies, qui sont dans les mêmes bureaux depuis plusieurs années, pour ne pas dire, depuis 20 ans parfois pour certaines, et qui ont signé des accords télétravail suite à la crise sanitaire. Et qui maintenant, du coup, se posent la question du bureau. Voilà. Parce que quand vous signez un accord dans lequel vos équipes vont être 30%, 50%, même 70% du temps chez eux, bien sûr, il y a une opportunité d'optimisation des surfaces, mais il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on vient faire au bureau. Et donc, c'est super intéressant de travailler avec des équipes comme ça, qui ont des habitudes de travail assez traditionnelles, et de les emmener vers autre chose. Et donc, ça veut dire que ces entreprises-là, elles se mettent dans le temps long. C'est pas du télétravail jusqu'en septembre ou jusqu'en octobre. C'est-à-dire qu'elles sont sur une réorganisation profonde de leur mode de travail. Oui, mais je dirais même que c'est déjà décidé. C'est-à-dire que nous, là, on a travaillé au premier trimestre 2021 avec plusieurs entreprises qui avaient signé leur accord télétravail. En fait, qui nous appellent suite à ça. Et donc, quand ils ont signé leur accord télétravail, ça veut dire qu'ils ont consulté toute l'entreprise, toutes les représentations du personnel. Elle est là, la voilà, on est dans la ping-pong. start-up. Mais elle est toujours là. Et alors, il sert à quoi le bureau alors à ce moment-là? Ça doit être un lieu collectif, c'est ça? Oui, ça dépend quand même des entreprises. Globalement, si on veut travailler au calme, on va plutôt rester à la maison. Ouais, c'est ça. Petite pensée pour ceux qui ont des enfants en ce moment, mais bon. Donc, si on vient au bureau, oui, c'est plus pour l'émulation collective. Mais est-ce que toute l'équipe vient le même jour parce qu'on veut faire un jour par semaine ou un jour par mois de vraiment building de toute l'entreprise, ou est-ce que c'est par équipe? Est-ce qu'au contraire, on veut mixer les équipes et donc il y a un calendrier qui instaure un roulement? Donc ça va vraiment dépendre des choix et des envies de chaque entreprise. Et ça s'incarne dans l'architecture, enfin? Oui, parce que si toute l'entreprise doit venir le même jour, il faut qu'il y ait suffisamment de postes de travail pour tout le monde. Ensuite, si vous faites des réunions longues, vous allez faire des réunions, des salles confortables, vraiment équipées pour rester assis longtemps. Si au contraire, vous venez pour de la créativité, on va faire des salles où vous êtes debout, vous écrivez au tableau, etc. Donc oui, ça s'incarne pleinement. Et il va sortir, mais de tout ça, il va sortir quelque chose d'assez positif alors, quand je vous entends, parce que... Non, parce que, voilà, c'est... Le bureau aura changé. Nous, ce qu'on voit de positif, c'est que le télétravail, c'est le premier pas vers la confiance. Ouais. Et que, du coup, je pense que globalement, on peut dire que tous les salariés vont être plus libres dans l'organisation de leur temps de travail et plus responsables dans leur utilisation du bureau. Et je pense que ça, oui, c'est très positif. Ça rend le bureau plus intelligent.
Voilà. Et puis vous viendrez au bureau chercher un shoot de culture parce qu'on peut vous installer confortablement chez vous. Il y a plein de gens d'ailleurs qui proposent des services pour ça. Mais on ne va quand même pas aller afficher les valeurs de l'entreprise ou les dernières news dans votre salon. Donc quand vous venez au bureau, vous venez aussi vous replonger un peu dans l'énergie du groupe et dans la mission de l'entreprise. Bon. Et puis... ça va bien se passer, voilà. Voilà, on est optimiste. Faut tenir le coup. C'est ça. Et surtout, jeunes gens, ne prenez aucune décision maintenant. Voilà, Oui, c'est ça le truc. L'expérience peut nous le dire. C'est pas la peine de se dépêcher de prendre une décision. Voilà, parce qu'on le prendrait pour de mauvaises raisons en fait. Voilà. Ouais. Marie Vaillant, la fondatrice de Yemania, était notre invitée sur Bismart. On repart les amis et on repart avec Amélie Oudéa-Castéra qui est avec nous. Bonjour Amélie. Bonjour. Ravie de vous voir. Alors vous êtes là en tant que présidente de la Fédération française. Non, directrice générale. Directrice générale. Je crois que j'ai écrit président sur le Je m'en rends compte là. Donc s'il y a écrit président sur ce qu'on appelle le synthé, il va falloir le changer. C'est directrice générale bien sûr de la Fédération française de tennis. Alors j'ai appelé ça retour aux sources. Il faut quand même... c'est votre parcours qui m'intéresse énormément. Et donc, ceux qui connaissent la vie des entreprises, en fait, vous connaissent comme cadre dirigeante chez Carrefour, AXA et puis Carrefour. Ceux qui connaissent le sport vous ont peut-être connu comme... Vous avez été championne du monde minime à un moment. Vainqueur de l'Orange Bowl, exactement. Vainqueur de l'Orange Bowl. C'est l'officieux championnat du monde. Absolument. Vainqueur de l'Orange Bowl. Des moins de 14 ans. Des moins de 14 ans. Vous êtes, en tant que junior, demi-finaliste de l'US Open, c'est ça? Des 3 tournois du Grand Chelem, US Open, Wimbledon et Roland-Garros. 250e joueuse mondiale, ouais. 95. Ça va parler à tout le monde. Vous jouez en double avec Amélie Mauresmo. Ouais. Et quand vous jouez en double avec Amélie Mauresmo, donc je ne sais pas, vous avez quel âge là? Vous avez 17-18 ans J'ai 18 ans. 18 ans. Ouais. Et à ce moment-là, toutes les deux, vous savez qu'il y en a une qui serait numéro 1 mondial et que l'autre ne pourrait pas l'être? Non, elle y croit encore, moi plus du tout. Et à l'époque, je ne soupçonne pas qu'elle le deviendra. Et je suis très heureuse qu'elle le soit devenue. Ça alors? Ouais. C'est une anecdote incroyable parce que moi, je joue Roland-Garros pour la dernière fois à ses côtés en juin 96. Donc en double, hein? En double. En double. Après avoir joué le grand tableau en simple. Ouais. On est chez les juniors, on joue 2 joueuses, on fait pas un très bon match, on perd 6-4, 6-4. Et là, je pose ma raquette, une Head Prestige bleue sur les fauteuils verts de Roland-Garros et je lui dis, Amélie, c'était mon dernier match. Et 3 mois après, je démarre ma nouvelle vie à Sciences Po. Donc c'est vraiment une rupture, comme finalement, on en a assez peu dans une vie parce qu'elle est très physiquement située, cette rupture de juin 96 où je décide de mettre un terme à ma carrière professionnelle de tennis pour m'engager dans une nouvelle vie, me construire une nouvelle vie à travers les études dans un premier temps. Et j'imagine qu'il y a une partie d'irrationnel dans ce choix, comme dans tous les grands choix qu'on fait dans la vie. Mais depuis, D'intuition. Mais depuis, vous y avez réfléchi. Pourquoi Je n'ai jamais regretté, Stéphane, une minute ce choix. Jamais. Jamais. Vous savez, les grands choix, ils viennent un peu moins de la tête que du ventre. Et je sentais que ma vie à moi n'était pas de devenir une grande championne de tennis. J'adorais ce sport. J'y avais un vrai talent. Ah oui. J'avais un vrai, quelque chose, un toucher de balle, une raquette, une main. Mais je ne me sentais pas faite d'un bois qui était celui de devenir une grande championne de tennis. Et là, moi, j'ai grandi auprès de Martina Hingis, Anna Kournikova, Lindsay Davenport, des joueuses comme ça. Et si je regarde, par exemple, Martina Hingis, je sentais qu'elle était faite de ce bois-là, de ce bois des grandes championnes. Maintenant, c'est compliqué de savoir la justesse exactement de toute cette analyse, parce que votre question était très bonne tout à l'heure. Amélie Mauresmo aurait pu également se regarder Martina Hingis en se disant « mais c'est une martienne, moi j'en suis pas encore là », etc. Et puis, elle ne s'est pas découragée et elle a fait une carrière extraordinaire. Donc, voilà, c'est ça. mais je pense que... Elle a été numéro 1 mondial à un moment, Amélie. Elle a même été numéro 1 mondial, Amélie, absolument. Dans mon cas, je ne me projetais pas championne de tennis et je ne sentais pas que mon talent était suffisant
pour me permettre de faire une très grande carrière. Or, c'est des vies ultra exigeantes, avec beaucoup de pression, beaucoup de solitude dans les gares, les aéroports, les chambres d'hôtel, beaucoup d'attentes, beaucoup de renoncements aussi à la vie plus équilibrée d'une femme jeune. Mais bien sûr. Et on se dit, il faut vraiment que ça en vaille la peine, quoi. Et voilà, moi, ma crainte, c'était que j'arrive à la force du poignet à me hisser peut-être à la 50, 60, 70e place, mais que je ne parvienne pas quand même suffisamment à exploser, et donc que tout cet investissement et ces sacrifices soient justifiés. C'est super important parce que à ce moment-là, alors vous avez la chance aussi d'être dans un univers familial où globalement, enfin je ne parle que de ce qu'on connaît, hein, du matériel, où tout va bien et où on ne vous met pas en fait la pression que l'on met parfois à certains jeunes champions pour réussir, parce que c'est leur réussite qui va décider de l'avenir économique de la famille et même la famille élargie. Absolument. J'ai toujours eu la liberté de choix. En revanche, il y avait un principe d'excellence. Moi, c'est la seule pression. Fais ce que tu veux, mais sois championne du monde. Voilà. Fais ce que tu veux, mais fais-le bien. Ce qui, en fait, voulait dire fais-le vraiment très, très bien. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, je pense que ça a probablement beaucoup, beaucoup porté sur mes choix. Ça, c'est sûr. Mais j'ai eu beaucoup de liberté. Et quand j'ai fait ce choix, ni mon père ni ma mère ne l'ont contesté. Ils n'ont pas du tout cherché à me convaincre d'en faire un différent. Et ils ont senti que ce que je suis allée chercher, je suis allée le chercher vraiment fort avec mes tripes, avec ma volonté. Et que derrière, je suis restée très cohérente, en fait, dans mes choix. Est-ce que, alors c'est ma deuxième question, vous faites un parallèle? Il se trouve que moi je l'avais fait par hasard. J'ai rencontré très très vite, mais elle est venue ici, celle qui est aujourd'hui la présidente de l'ensemble des chambres de commerce de France. Elle s'appelle Sonia Arroas. Et elle me dit comme ça en passant qu'elle dirige 7 entreprises en même temps, qu'elle a créées elle-même. 7 entreprises en même temps. Et je fais ce parallèle avec Mbappé. Je me dis, tiens, c'est bien les jeunes gens qui courent vite, mais enfin de temps en temps, on devrait mettre en valeur quand même ces champions-là. Est-ce que vous parliez du bois qui fait les champions. Est-ce qu'il y a un parallèle, Amélie, entre les champions de l'entreprise, je vais dire ça comme ça, et de l'entrepreneuriat, et les champions sportifs? Je pense qu'il y a à la fois une vraie continuité et il y a en même temps des grandes différences. Et moi, quand j'ai dû faire ce switch du monde du tennis à l'entreprise, il y a des réadaptations que j'ai dû opérer. Je pense que ce qui est commun, c'est une exigence. C'est un goût de l'effort, un sens de la discipline. C'est la compréhension qu'on ne fait rien de bien, de grand dans une vie sans suer beaucoup. Et c'est le courage d'aller un peu repousser constamment ses limites et probablement aussi une forme d'énergie, de capacité à endurer un bon volume d'action, je dirais. Après, il y a des différences. Et je pense qu'il y en a deux majeur. Il y a le rapport au temps et il y a le rapport au collectif. Un champion, en tout cas dans mon sport, le tennis, sport individuel, est au fond, et d'ailleurs c'est très assumé, un monstre d'égoïsme. Il faut être obnubilé par soi-même et le plus vous êtes dans votre bulle, le plus vous êtes performant. Quand vous êtes un grand champion de tennis ou une grande championne de tennis. Il faut se rendre hermétique le plus possible à ce qui vient à l'extérieur et ce qui peut perturber, vous empêcher d'être totalement à fond dans votre discipline. Un chef d'entreprise, il se nourrit au contraire de ce contact. Il doit être dans cette empathie, dans cette ouverture. Il doit connecter avec un collectif hyper hétérogène. Le deuxième élément, je pense que c'est le rapport au temps, au sens où un champion, chaque entraînement et a fortiori chaque match, tout se joue sur ce match-là. Et il y a une intensité qui fait qu'on va mettre absolument tout pendant 10 ans, quitte à finir cramé, déglingué. Un chef d'entreprise, je pense que la capacité à ancrer son effort dans la durée est l'une des conditions de sa performance. Et il est à la tête d'un collectif où les gens vont eux-mêmes avoir des niveaux de motivation, d'engagement un peu différents, cette diversité. Et il ne peut pas imposer une intensité extrême à l'ensemble de ce collectif. Donc il doit savoir certains essayent, jouer avec le temps long.
lui-même, probablement lui-même, être à fond, ou elle-même, probablement être à fond, mais savoir ancrer l'effort d'une entreprise dans cette durée, dans ce temps long. Ça ne peut pas être un match 8-6 au troisième ou un tie-break du troisième tous les vendredis soirs où on mouille la chemise au point d'être absolument épuisé. Il y a, je pense, vraiment cet ancrage dans la durée qui est hyper important. Juste parce que vous l'avez dit, le champion qui se crame, il sait qu'il se crame. C'est-à-dire, il est conscient que peut-être qu'il met son avenir en question, mais il s'en fout, il veut gagner. Il sait que son corps va pouvoir le servir au maximum de son potentiel 30 à 35 ans. C'est rigolo parce que j'écoutais hier soir un podcast de Marion Bartoli sur un peu sa renaissance à travers son marathon de New York, etc. Et elle revenait sur l'état physique dans lequel elle était à l'issue de sa carrière. Et elle avait un tendon qui était pété à l'épaule. Elle ne pouvait plus arriver à frapper dans la balle. Donc il faut... Certains ont lu le livre d'Agassi, la manière dont le récit qu'il fait de son match incroyable à l'US Open en 5-7 contre Baghdatis, un truc de dingue. Et alors, il a mal partout. Il est au seuil de l'épuisement. Il sait que son corps ne peut plus le servir. Alors, ce qui est très très beau, c'est qu'il va chercher justement le petit supplément d'âme et d'énergie. Mais ce sont des vies où voilà, pendant 30 à 35 ans, vous allez tirer au maximum. Donc ça, c'est pas le développement durable, c'est pas la sustainability, c'est l'intensité maximale, la vitesse maximale. On tire tout ce qu'on peut tirer pour optimiser une performance, mais qui est une performance courte. Et alors, donc, Sciences Po, l'ENA, j'oublie rien, Cour des comptes, AXA et Carrefour, c'est ça, hein, Amélie ? Oui. Et donc, retour à la Fédération française de tennis. Mais alors, il s'est passé quoi ? C'est-à-dire, est-ce que dans le monde de l'entreprise, vous vous êtes dit ce que vous vous êtes dit pour le tennis ? C'est-à-dire, en fait, j'arriverai pas au sommet. Ouvrez la parenthèse, parce que je suis une femme, c'est une question que je pose. Donc, je vais encore changer. C'est ça Non, la démarche ? Pas. Alors, en tout cas, non, je crois pas que ce soit ça, parce que ça a bien marché dans les deux entreprises. Oui, ça a bien marché. Vous êtes administratrice de Carrefour, cadre dirigeante. Une trajectoire. J'espère qu'on en aura un mot. Vous êtes en charge de toute la transition digitale de Carrefour. C'est évidemment la mission de toutes les missions. Là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. Mais à un moment, vous refaites ce switch vers la fédération. C'est un switch vers le monde du sport. Parce que, je vais vous dire, moi j'ai été dans l'assurance et j'ai souffert. C'est peut-être des petits complexes, vous avez raison, hein, c'est peut-être des petits complexes que je fais, mais j'ai souffert de ne pas être actuaire. J'avais l'impression qu'il y avait une part d'intelligence de ce business. Ceux qui calculent les risques, hein, les actuaires. Donc, j'avais un Amélie, petit complexe. Ça va leur faire plaisir, parce que je crois que c'est la première fois que j'entends. J'ai souffert de ne pas être actuaire. Donc, pour le coup, il va falloir la mettre de côté, celle-là, et l'envoyer à tous les actuaires de France. Et dans la grande distribution, j'adorais mon entreprise, j'adorais les équipes avec lesquelles je travaillais, le patron avec lequel je travaillais, j'adorais mon métier e-commerce. Mais, là encore, et c'est vrai qu'il y a quand même un petit quelque chose avec le tennis. Je ne me sentais pas un talent particulier pour ce métier. Je ne me sentais pas, quand j'allais dans un magasin, moi j'ai évolué à travers aux côtés d'un ou deux patrons vraiment exceptionnels avec une espèce d'intuition du commerce et du magasin. Moi, c'est un truc que j'avais pas complètement dans mes gènes et je me suis dit, voilà, ça fait presque 3 ans que je suis à la tête du digital de Carrefour. Je crois que je fais un boulot reconnu, qu'on a posé des bases saines pour accélérer la transformation de Carrefour. Maintenant, l'étape d'après, ce serait justement d'aller diriger un des business de Carrefour. Et est-ce que c'est là que je me sens un talent singulier ? Et la réponse est plutôt non. Et j'ai fait la réflexion, et j'espère ne pas me tromper, qu'au fond, mon sweet spot était probablement à l'intersection entre 3 choses. Le monde du sport, qui est mon identité profonde. Ouais, c'est ça. Je crois que dans un monde où il y a, on le sait, plein de rééquilibrage à faire, le sport qui éloigne nos gamins des écrans, le sport qui atténue la sédentarité, le sport qui crée du lien social, le sport qui crée de l'unité nationale, le sport qui crée ce goût de l'effort et le dépassement de soi, sont des choses absolument essentielles. Ce monde du sport
croisé avec des problématiques business, parce que moi j'aime l'économie, j'aime le digital, j'aime la performance. Et donc je n'étais pas à l'aise dans une partie du secteur public qui à un moment m'a semblé trop protégé, trop ronronnant. Moi j'aime être exposé au vent. Et j'aime que la performance, le travail paye. Donc culture de ce type-là. On a aujourd'hui à la Fédération française de tennis un fabuleux actif qui est Roland-Garros, qui est une vraie source de économique et de business qu'il faut qu'on gère de manière responsable et intelligente. Ce défi-là, je le trouve fabuleux. Et le troisième pan de ma vie, qui est les affaires publiques. Et moi, me dire qu'aujourd'hui, je suis dans cette structure où il y a en même temps des enjeux d'éthique, d'intégrité sportive, la nécessité de raisonner solidarité entre les territoires, de comprendre ce qu'on va faire pour essayer que ce sport, qui a l'image d'être un peu un sport de riches, il vienne vraiment auprès des populations. Encore aujourd'hui ? Un petit peu. Ouais. Qu'on ait une vraie stratégie pour l'outre-mer, qu'on soit sur des enjeux de lutte contre toutes les formes de violence, y compris sexuelles dans le sport. Donc ça veut dire la corruption. Et là, je me dis, mais c'est formidable. J'ai ce croisement entre le sport, le business et les grands enjeux publics. Et là, pour l'instant, je suis comme un poisson dans l'eau et j'adore ce que je fais. Alors, une question quand même, réponse rapide, parce que place des femmes en entreprise, quand même, vous l'avez éprouvé, il faut des quotas ou il ne faut pas des quotas ? Je suis en train d'hésiter un peu sur cette question. Il y a encore 6 mois, je vous aurais dit, mais jamais de la vie, Stéphane. C'est très bien dans les conseils d'administration parce que ça fait une partie du job, mais il faut pas dans les comités exécutifs, mon sentiment est que vraiment, il fallait absolument faire primer une logique de compétence. Ce que je remarque, c'est que les évolutions sont lentes. Et donc aujourd'hui, moi qui étais très contre les quotas, très sincèrement, aujourd'hui, je suis un peu paumée sur la question et je me demande s'il ne faudrait pas quand même sécuriser qu'il y ait un minimum, un pourcentage minimum de femmes dans les comités exécutifs parce que on voit que les progrès sont quand même probablement un peu lents au regard de ce que moi j'ai pu observer comme étant la compétence des femmes dans les collectifs d'entreprise, qui est vraiment élevée. Laurence Parisot a fait un virage complet d'hostile au quota. Elle est passée à favorable au quota, justement, pour aider votre réflexion. La fédération, c'est quoi les armes ? Il nous reste 5 minutes. C'est quoi les armes d'une fédération ? C'est-à-dire, en gros, ma question, c'est s'il y a quelqu'un de très efficace, éprouvé à l'entreprise, qui prend la tête d'une fédération, est-ce que ça veut dire qu'on est à peu près sûr, dans 10 ans, d'avoir un champion du monde ? En gros, d'avoir dans 10 ans ou dans 15 ans, quelqu'un qui gagne Roland-Garros, un Français qui gagne Roland-Garros. Ou une Française, évidemment. Alors, difficile question. Je crois que pour avoir un vainqueur ou une vainqueur de Roland-Garros, il y a d'abord, c'est vraiment grâce à ce champion ou cette championne, c'est pas le travail d'une fédération. Ouais. Et il y a une part de chance énorme. Maintenant, hisser une proportion suffisante des 8e ou des quarts de finalistes de des joueurs de Roland-Garros. Avoir une génération de champions. Ouais. Avoir un vrai vivier, là, c'est notre boulot. Et là, on peut évaluer les résultats. Et c'est toujours le grand débat entre, pardon de le dire comme ça, entre la masse et l'élite. Et la façon dont vous avez très très vite comme ça et très habilement détaillé vos priorités, c'est d'abord des priorités vers la masse, moins vers l'élite, parce que l'élite, elle n'a pas besoin de la fédération, en fait, c'est ça que... Vers le vivier, qui est... Alors, pour moi, il y a un sujet de développement de la pratique de masse, emmener déjà, revitaliser les clubs, qui sont quand même très abîmés par la crise qu'on vit, emmener le tennis beaucoup plus dans la rue, mais vraiment dans la rue, vraiment. Faire ce qu'a réussi le basket. Faire ce qu'a réussi le basket. Moi, je pense que voilà, le monde du tennis doit redevenir beaucoup, beaucoup plus proche des gens et il doit se rendre infiniment plus accessible à différents publics, socio-démos, dans les territoires, dans l'outre-mer, etc. Donc ça, c'est une première partie des objectifs. Développer la pratique de masse, y compris avec des formules innovantes, type le padel, etc. Et après, sur l'élite, le sujet, c'est en effet, je pense que le grand champion d'exception... ça reste un petit coup dans l'air de magie, quoi. En revanche, d'avoir une vraie génération avec une bonne proportion de Français et de Françaises dans les 100 premiers mondiaux, ça, c'est le boulot d'une fédération pour bien former, pas sélectionner trop jeune, en même temps être
ultra intransigeants sur les éventuels défauts techniques dont on sait que tôt ou tard, ils limiteront nos champions. C'est travailler sur leurs valeurs, sur leur comportement, c'est les aider sur le plan mental, c'est les aider sur le plan physique, c'est les aider y compris à travers de la data et du digital pour qu'ils aient tous les éléments pour travailler sur leur biorhythme, sur leur fonctionnement physiologique, leur vitesse de réaction, l'œil. Tout ça, c'est notre boulot pour les équiper ces générations-là des meilleurs atouts et Dieu sait qu'on le peut, quoi. Pour qu'ils aillent au bout de leur potentiel. Après, si on arrive à avoir un petit Yannick Noah, c'est extraordinaire. Et notre job, ce sera d'arriver à faire vivre la légende après. Juste un mot sur le potentiel du business. Je me souviens d'Antoine Cyr à l'époque où il dirigeait la communication de BNP Paribas, et BNP Paribas a été annonceur mondial du tennis pendant des années, disait qu'on sous-estimait en fait l'impact mondial du tennis. C'est vrai, Amélie, qu'en fait c'est l'universalisme du tennis. Lui, il le mettait même au-dessus du football. Et il m'avait donné des exemples, c'est vrai, qui étaient surprenants, notamment en Asie. C'est vrai, on sous-estime un peu la puissance en fait de ce jeu aujourd'hui. Oui, mais je pense que cette puissance, elle est à renforcer encore. Oui, voilà, c'est ça. Mais enfin, à utiliser. On a engagé là une réflexion en ce sens, en coordination avec les autres grands chelems, pour essayer de faire davantage rayonner ce potentiel. C'est des sports de balle hyper ludiques. C'est des sports qui allient du physique, de la main, de la tactique, de la résilience. C'est des sports exceptionnels. Je dis des parce que pour moi, le padel a un potentiel extraordinaire. Nous, on est vraiment en train d'essayer de renforcer cette discipline. Il y a un truc ultra ludique et c'est probablement beaucoup plus facile pour un enfant d'arriver de se mettre au padel que de le faire au tennis. Yes. L'idée quand même, et c'est ça que vous avez cité, les 5-7, les 5 heures, le bout du bout de la avec douleur, le soleil qui tombe etc. sur la tribune. C'est quand même ça qui fait la légende. Les matchs du vendredi soir des Dernière demi à question, Roland. Amélie. Forcément, rôle modèle, etc. Vous êtes une femme. Certaines jeunes filles, en fait, on leur en met tellement en ce moment dans la tête autour de la réussite et autour... J'ai l'impression, quand on vous regarde là et qu'on voit ce discours, c'est n'écoute que toi, finalement. En 40 secondes, la morale de toute cette histoire. Waouh. Non, mais ne vous sentez obligé de rien, quoi. Oui. Merci de le dire comme ça. Non, ça mais me fait du bien d'entendre comme ça. Je vous en C'est prie, bon. je vous en prie. Bosse, préserve tes valeurs, ancre-toi et ce que tu vas créer sera beau. Voilà les amis, c'était Bismart et on se retrouve demain.